Nous sommes en 2100. Après des décennies de décroissance économique, pour réduire en urgence l'empreinte écologique des activités humaines, la société française s'est profondément transformée. L'économie est entrée dans une phase post-croissance, un état stationnaire dans lequel les individus tiennent compte des limites physiques de l'environnement et où les richesses sont équitablement partagées. Que se passerait-il dans ce cas ? Quelles seraient les conséquences concrètes de l'entrée dans une société post-croissance ? C'est ce dont on va parler dans ce deuxième épisode avec Timothée Paric, économiste, spécialiste de la décroissance. Salut Timothée Paric. Dans un précédent épisode, tu nous as parlé de ce qu'il se passerait si on entrait volontairement en décroissance économique. Là, dans cette deuxième partie, on va essayer de voir avec toi à quoi pourrait ressembler une ou des sociétés post-croissance. À quoi ressemblerait l'économie, la vie quotidienne, peut-être l'organisation politique. Est-ce que tu pourrais commencer par nous donner ta définition d'une société post-croissance ? Ouais, alors dans le livre, j'ai construit une définition qui est en symétrie avec celle de la décroissance. Donc la post-croissance, c'est une économie stationnaire en harmonie avec la nature, où les décisions sont prises ensemble, où les richesses sont équitablement partagées afin de pouvoir prospérer sans croissance. Donc là, en fait, j'ai essayé de garder les quatre principes de soutenabilité, démocratie, justice et bien-être autour de cette idée d'une économie stationnaire, qui est un concept qui vient d'Herman Daly, l'économiste américain, qui dans les années 70 lui a théorisé l'état stationnaire comme une sorte de ligne d'arrivée de l'économie, on pourrait dire. L'économie, elle part d'un endroit où elle est, on pourrait dire, en déficience sociale, c'est-à-dire que la capacité productive n'est pas suffisante pour satisfaire tous les besoins. Tu as envie d'aller quelque part, mais il n'y a pas assez de route. Tu as envie d'aller quelque part, mais il n'y a pas assez de vélo. Tu es malade, mais tu n'as pas accès à un médecin parce qu'il n'y a pas de médecin, parce qu'il n'y a pas d'hôpital, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Là, en fait, dans l'économie, elle n'est pas assez... Bon, c'est pas juste une histoire de qualité, c'est juste qu'il va falloir construire des choses, il va falloir créer des entreprises, il va falloir... il va falloir investir dans de nouvelles choses. Donc là, tu as un procédé qu'on va appeler de croissance, là, ce sera assez précis. Lors de cette phase en fait, de production, d'expansion, d'investissement, en fait, ton économie elle va croître et ensuite elle se stabilise à un moment où tu as la capacité productive qui est suffisante pour satisfaire les besoins de l'intégralité de la population. Et là, même si tu vas avoir un changement au niveau de la qualité de ce qui est produit, bien sûr, va quand même y avoir une évolution, l'économie elle ne va pas croître autant que quand ton économie était en full boost. Tu vas avoir des petites périodes de croissance de croissance faible, quand tu as peut-être un nouveau besoin qui apparaît ou quand tu changes quelque chose, et des petites périodes de décroissance faible aussi quand tu te rends compte que peut-être là tu fais face à une pénurie écologique. Donc là, le concept, déjà la post-croissance, ça sera une économie où on aura arrêté de se focaliser sur le PIB. Chaque année, quand on décidera des grandes décisions du budget ou quand on se donnera rendez-vous dans des sommets internationaux, on arrêtera de faire les concours de PIB et de dire, t'imagines, quand tu ouvriras des magazines The Economist ou le Financial Times, où tu n'auras plus aucune référence à ce PIB, parce que ça sera vraiment un indicateur qui a plus d'importance, parce qu'on ne viendra plus vraiment regarder la quantité, la croissance volumique de l'économie. On s'en fiche un petit peu de la même manière que tu mesures tes enfants, au début c'est marrant parce que t'as pris 10 cm, à partir de 20 ans t'arrêtes de les mesurer, quoi. À 45 ans tu continues pas à te mettre à côté sur un mur tous les jours, je me demande non j'ai pas grandi, je fais exactement la même taille que j'avais il y a 25 ans. Et c'est pareil, là dans cette économie on va apprendre à mesurer d'autres choses, et ce qu'on va mesurer c'est la capacité à mobiliser des ressources naturelles pour satisfaire des besoins. Et c'est là-dessus, en fait, on va reconcentrer notre innovation et notre capacité à résoudre des problèmes sur le découplage du bien-être vis-à-vis des ressources naturelles. C'est-à-dire arriver à maximiser le maximum de besoins, et ça de la manière la plus parcimonieuse possible, c'est-à-dire en utilisant le moins de ressources naturelles possible et bien sûr le moins de temps de travail. Alors là, dans cette partie, j'aimerais te laisser nous décrire une société ou des sociétés post-croissance. À quoi ça ressemblerait le quotidien de la population, quels métiers seraient exercés, lesquels auraient disparu, comment se déplacerait-on, comment se logerait-on ? Il y a quelque chose qui me fait réfléchir, là, surtout à Paris, parce qu'on voit tous les 20 mètres, il y a une agence immobilière. Je ne sais pas, il faudrait calculer combien de mètres carrés habitables sont pris à Paris par les agences immobilières.
Alors que il y a même des écoles, des personnes qui vont pour devenir agent immobilier. Le métier d'agent immobilier est voué à disparaître dans un monde en fait où on a décommodifié, démarchandisé, on dirait plutôt en français, démarchandisé le logement. C'est-à-dire que au lieu dans une logique spéculative où le logement devient une marchandise, c'est-à-dire que tu fais de l'investissement locatif ou du placement locatif, c'est-à-dire que tu achètes un appart en espérant le vendre plus cher. Donc c'est ça veut dire le logement devient une marchandise. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup d'importance à la valeur d'échange de ce logement. Mais en fait, on passe à un mode où on donne beaucoup d'importance à la valeur d'usage du logement. Donc les prix sont à peu près contrôlés. Donc tu as un prix plafond. Tu achètes un logement X euros, tu le vends à peu près au même prix ou en petite correspondance à des petites variations en fonction de si tu as fait des travaux ou pas de travaux, des choses comme ça. Mais personnellement, il n'y a pas de plus-value. Donc ça, c'est quelque chose d'assez stable. Et là aussi, ici, il y a beaucoup moins besoin d'avoir toutes ces stratégies, d'essayer de regarder, d'écouter un petit peu les mouvements du marché, essayer de comprendre là où les prix vont grimper ou quoi. Bon, on perd en fait énormément de gâchis de neurones aujourd'hui pour jouer au Monopoly avec nos logements. En gros, c'est ça. Pareil, les gens qui travaillent dans les banques et les marchés financiers, là, il n'y aura plus grand monde. Les banques d'ailleurs, les banques, dans une économie de post-croissance, la monnaie est redevenue un service public, parce qu'aujourd'hui la monnaie est un service privé. C'est-à-dire que si tu veux, je sais pas, t'acheter une maison justement, aller à Paris, donc elle va pas être chère, donc enfin, non, du contraire, elle va pas être pas chère. Donc tu veux t'acheter ta maison, tu vas aller à la banque, tu vas faire un prêt énorme. La banque, c'est une entreprise à but lucratif, c'est une banque commerciale. Elle est là pour maximiser ses profits. Elle va créer de la monnaie, parce que c'est sa capacité. Les banques sont les seules entités capables de créer de la monnaie, donc elle va créer de la monnaie qui n'existait pas avant, te le donner, ensuite tu vas le récupérer, et elle va garder l'intérêt. C'est comme ça qu'elle s'enrichit, c'est comme ça qu'elle fait des profits. Mais en fait, aujourd'hui, dans une société où tu as besoin de monnaie pour faire tout, te loger, éduquer des enfants, tous ces trucs-là, c'est un petit peu bizarre d'être à la merci de banques à qui on a donné le monopole d'émission et de destruction de la monnaie, qui est quand même un truc assez important. Donc là, dans une économie de la post-croissance, on s'est rendu compte que la monnaie est un service tellement important que si tu veux être une banque, tu dois forcément être une coopérative à but non lucratif. C'est tout. C'est l'économie sociale et solidaire ou rien. Sinon, tu ne peux pas ouvrir une banque. Pareil pour les EHPAD, pareil pour les hôpitaux, pareil pour tout ce qui touche en fait aux biens et services essentiels où l'on devrait être décidé démocratiquement. Ça, c'est des trucs trop importants pour qu'on les traite comme des marchandises. Parce que les traiter comme des marchandises, ça veut dire qu'on commence à vouloir s'enrichir, les utiliser comme moyen d'enrichissement. La santé, l'éducation, le logement, c'est pas un moyen de faire quelque chose, c'est la finalité. C'est-à-dire que le logement, c'est quelque chose, tu peux pas le substituer avec quelque chose d'autre. La monnaie, tu peux la substituer, le logement, il te faut un logement quoi qu'il se passe. Donc ouais, dans cette économie de la post-croissance, il y aura des secteurs qui ont complètement disparu. Moi, mon préféré, et, je suis désolé de leur amener une triste nouvelle, c'est la publicité. Surtout, publicité, tu vas me dire, c'est un spectre. Là, je parle de la communication commerciale, c'est-à-dire la communication des entreprises qui cherchent à faire de la publicité pour inciter à vendre des produits. Celle-là, en fait, c'est déjà absurde qu'elle existe encore. C'est absurde qu'elle existe, déjà, dès le départ. Enfin, moi, macroéconomiquement, je n'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait qu'on gâche le temps de cerveau disponible, d'esprit ultra créatif pour forcer d'autres personnes à acheter des frites pendant qu'elles sont dans le métro. Ça, franchement, il faut arriver... j'ai toujours pas réussi à comprendre, même après 15 ans d'économie. Mais dans une situation où la priorité, c'est la sobriété, c'est-à-dire qu'on essaie de consommer moins, de continuer à faire de la publicité, ça n'a juste aucun sens. Enfin, c'est contre-productif. Et donc, la publicité va se rediriger vers d'autres formes de communication. Là, par exemple, on a un besoin intense de communication lié à la sensibilisation sur l'écologie. Si on veut développer cette capacité d'agilité sociétale, de se dire « Ah là, on a un problème avec nos sols, là on a un problème avec cette espèce », cette capacité que des communautés, beaucoup de communautés au monde ont de savoir écouter la nature et de dire ah là il faut qu'on s'arrête, parce que là sinon on va avoir un problème. Nous on l'a perdu dans beaucoup de nos sociétés industrialisées, et donc il va falloir redévelopper cette capacité à écouter la nature, cette capacité à faire attention à la nature, et ça va demander des compétences de communication de dingue, à commencer par, je sais pas si, regarde les rapports du GIEC, des milliers de pages, illisibles,
extrêmement difficile à lire. Ben, c'est un travail de dingue d'expliquer ça. Est-ce qu'on ne préférait pas que des gens passent leur temps à essayer d'éduquer les gens sur l'état du climat plutôt que de leur faire des pubs sur les SUV sur Internet qui font chier tout le monde, hein, si je peux me permettre d'être assez cru. Moi, j'ai croisé encore personne vraiment qui adore. De temps en temps, il y en a un qui va se risquer à dire oui, moi j'adore les pubs parce que ça fait joli et c'est de l'art. Oui, mais enfin, si vraiment on veut faire joli et de l'art, on peut mettre des tableaux dans le métro. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. On peut mettre des photocopies de la Joconde, enfin même on pourrait tous voter. Toutes les personnes qui habitent autour d'une station de métro pourraient voter, et chaque mois on changerait, on mettrait des tableaux, des expositions, ce qu'on veut, pas de souci. Et ça pourrait être aussi joli, mais au moins on n'aurait pas cette incitation contre-productive à chaque fois que tu te retrouves confronté à une publicité, tu te dises merde, il va falloir que je consomme, il va falloir que j'achète. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un truc là, il va falloir que j'achète. Si je veux acheter, il faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent. Donc il faut que je trouve un travail qui va me donner l'argent, qui va me permettre d'acheter ce SUV que j'ai vu tous les matins dans le métro pendant 2 ans de ma vie. Et c'est là en fait où ça construit un cercle d'incitation où tu vas choisir ton travail en fonction de celui qui te donne de l'argent. Donc toi, tu avais envie d'être musicien, ou tu avais envie de travailler avec les personnes âgées, ou tu avais envie justement de faire de la communication autour des rapports du GIEC, mais tu vas devenir agent immobilier, ou tu vas aller travailler pour une banque parce que c'est là où l'argent est là. Et ça va te permettre ensuite d'assouvir cette espèce de rêve qui a été co-construit en fait par des publicitaires qui travaillaient pour des entreprises à but lucratif, qui orchestrent une sorte de propagande. Il n'y a pas de théorie du complot. Hein. Moi aussi, si j'étais publicitaire pour une entreprise, hein, là demain je suis publicitaire pour Renault et je veux vendre des 4x4, bah, je pense que j'arriverai à peu près à trouver comment faire, hein, et je ferai la même chose qu'eux. Ils font très bien leur boulot. Le problème, c'est que le logiciel économique qu'ils utilisent est dépassé. C'est-à-dire que l'entreprise qui ne cherche qu'à augmenter ses profits, c'est une entreprise qui va être assez maladroite sur la satisfaction des bien-être. Là tu as plutôt parlé des secteurs économiques, des activités qu'on devrait réduire ou complètement démanteler, quoi. Lesquels on devrait privilégier? Et est-ce que tu pourrais nous parler du temps de travail? Ouais. Ben, on peut privilégier ce qu'on veut privilégier. Ça, c'est le jeu de la démocratie. Ben, moi, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui est absolument essentiel. Je pense qu'on peut faire des généralités anthropologiques, de dire bon, quoi qu'on fasse, il va nous falloir la santé, l'éducation, ça ok, il n'y a pas de souci. Mais même là, il va falloir qu'on prenne des décisions à l'échelle des municipalités, des coopératives, d'usagers des coopératives de production, des gouvernements biorégionaux, des confédérations de gouvernements locaux, pour se dire, ah bah tiens, c'est quoi la liste de priorités? Et ce qui sera tout en haut de la liste de priorités, bon, j'imagine la santé, l'éducation, la mobilité, des choses comme ça, et bien là, ça sera ce qui est considéré le plus important, et donc ça sera là qu'il faudra investir, c'est-à-dire mobiliser le budget biophysique qui est disponible et mobiliser aussi le budget humain qui est disponible. Et là, on arrive directement, je ne sais pas si tu as remarqué cette transition quand même sans éclaboussure vers le temps de travail, de se dire que le temps de travail, en fait, à l'échelle macroéconomiquement, c'est un budget aussi. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu peux regarder personnellement ton temps de travail, tu as 24 heures maximum par jour. Tu ne peux pas toutes les utiliser parce qu'il va falloir que tu te dormes et que tu te déplaces et que tu manges et tout ça. Donc, tu te retrouves avec moins d'heures par jour, on va dire 8, parce qu'on est dans une société très travailliste, voire moins, où tu es disponible pour faire quelque chose d'autre. Si tu prends une entreprise, tu as X nombre de personnes. Si tu prends un territoire, tu as X nombre d'habitants. Si tu prends un pays, tu as X nombre de citoyens et de citoyennes. Tu multiplies ça par la durée de travail disponible, tu as un budget qui est limité. C'est ça qui est ultra important. Limité, ça veut dire que ces heures de travail, il va falloir qu'on décide est-ce qu'on veut faire de la publicité pour vendre des SUV ou est-ce qu'on veut faire de la communication pour que les gens comprennent mieux les rapports du GIEC. Tu fais l'un, 1 heure ici, c'est 1 heure que tu n'as pas là. 1 heure là, c'est 1 heure que tu n'as pas ici. Et donc, aujourd'hui, si on vient, on l'a vu, il y a des secteurs qui vont se fermer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une redirection, c'est-à-dire qu'on va libérer du temps de travail disponible, trop bien, des publicitaires, des gens dans le marché financier, de la production industrielle, des choses qu'on n'aura plus besoin de produire, mais les transformations veulent aussi dire qu'on va créer des nouveaux besoins temporels. Donc, par exemple, on abandonne l'agriculture industrielle, on passe à une agriculture agroécologique, permaculturelle, donc ça veut dire sans énergie fossile, sans pesticides, ça demande plus de travail. Donc ça veut dire qu'il va falloir réallouer une partie de ces heures-là. Allez, on va faire simplifier de la publicité vers l'agriculture. Et donc la réduction du temps de travail, ce sera la résultante de cette grande équation,
et ça dépendra pour qui, ça dépendra dans quel territoire, et ça dépendra surtout à quel point de la transition, à des moments donnés. Mais ce qui est certain, c'est que le contenu du travail va changer. Moi, je pense quand même, et là je suis en train d'essayer de faire ce calcul pour la France, à long terme, l'objectif, ça serait de travailler moins. C'est ça l'objectif. Et aussi, quelque chose qui est important de rappeler ici, c'est qu'il faut faire la différence entre travailler moins et passer moins de temps en emploi. Donc ça, c'est la différence entre le travail anthropologique, où voilà, quand tu fais ton jardin, je plante des radis derrière chez moi, je travaille. Je plante des radis, mais c'est moi qui décide de travailler et je fais ça pour les manger moi-même. Donc ça, c'est pas considéré comme un emploi. Et donc là, en décroissance, vu que c'est une contraction de cette économie monétaire, il y a certains emplois qui vont disparaître, même s'il va y avoir plus de travail qui va être nécessaire. Donc imagine, d'un coup, on a une grande réforme foncière qui va permettre à tout le monde d'avoir un accès à la terre. Tout le monde va avoir accès, soit individuellement, soit la plupart du temps dans des jardins partagés, d'avoir accès à de la terre pour pouvoir faire pousser des trucs. Et dès lors que tu as accès à ça, tu peux te permettre de passer une partie de ton temps à faire pousser des trucs ou à collaborer dans le jardin partagé en fonction des envies, des aspirations, des compétences. Donc tu peux avoir une destruction d'emploi à un moment donné qui se solde par une partie de ces heures vont se transformer en travail ici démonétarisé ou dans une économie alternative avec des monnaies locales, ça sera un peu plus subtil à mesurer. Donc ça sera même ultra difficile, tu vois, de comparer les heures, parce qu'on ne peut pas regarder les heures en emploi. Enfin, il y aura toujours une journée de 24 heures, il y aura toujours une journée de 24 heures, mais la qualité de ces heures va fondamentalement changer. Ce qui est certain, c'est que dans certains secteurs, c'est-à-dire que toutes les heures aujourd'hui qui sont comptées dans le PIB, et surtout le PIB marchand, donc si on y enlève le PIB non marchand des services publics, qui sont la plupart du temps centrés par définition sur des activités considérées démocratiquement comme essentielles. Donc ça, c'est quelque chose qui quand même va être maintenu, voire amélioré. Donc la libération des ressources dans la contraction du secteur marchand va pouvoir alimenter une expansion de certains services dans le secteur non marchand. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous parler de l'organisation politique dans une société post-croissance ? Tu as parlé tout à l'heure de biorégion, de monnaie locale, et aussi du rapport au territoire, la spatialisation des tâches, des institutions, etc. Est-ce qu'on serait sur des entités politiques telles que les pays on va dire européens actuels, plusieurs centaines voire milliers de kilomètres, ou alors on devrait réduire, etc. Je sais pas. T'as pas travaillé sur Alors moi, j'ai pas travaillé là-dessus, ouais. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient travaillé là-dessus ouais. en lien avec la décroissance. Ouais. La mouvance générale, c'est que, et là je parle en tant qu'économiste, parce que j'y connais rien en sciences politiques, mais si on veut avoir des forums de délibération à l'échelle locale, il va forcément falloir décider, donc dans la logique des communs, décider, cette commune, elle travaille là-dessus, là on a un commun lié à la mobilité entre communes, là on a un commun biorégional qui est lié autour de l'utilisation de ce lac, donc on va avoir en fait une nouvelle partition politique qui va dépendre en fait de ces nouveaux objectifs sociaux et écologiques, et donc ça c'est un petit peu inédit. Et donc là, de la même manière qu'à un moment donné, on a divisé les pays en fonction des frontières, on a divisé les mouvances en fonction des partis, je ne sais pas quoi, là, il va falloir redessiner un système d'organisation politique qui va permettre de prendre des décisions concernant des choses dont on n'avait pas l'habitude de prendre des décisions. On l'a vu par exemple, comment utiliser le budget eau de la commune chaque année, ou peut-être, là c'est peut-être même pas une décision que communale, c'est une décision biorégionale autour de l'écosystème hydrique de ce territoire. Ouais. Donc là aussi, il faudra créer une entité spécifique qui va nous permettre de prendre ça, et on aura l'entrecroisement de beaucoup de ces cercles communaux dans le sens non seulement de la commune, mais aussi des communs, donc de gestion démocratique d'un patrimoine écologique, d'un patrimoine du vivant, je dis ça parce qu'il est dynamique, c'est pas des choses mortes qu'on répartit comme des jetons de Monopoly, non, c'est un patrimoine dynamique avec lequel on doit coagir et prendre des décisions. Et ça, c'est vrai que moi quand j'y pense, personnellement, ça me fait exploser le cerveau, mais j'espère que beaucoup d'entre vous qui nous écoutent ont fait des études en sciences politiques et seront à même de créer un système de gouvernement qui soit adéquat pour ces tâches.
Je te posais la question plutôt par rapport aux biorégions que tu avais déjà mentionné précédemment. Alors je ne sais pas trop si les biorégions incluent la gouvernance, mais est-ce que, juste pour terminer, parce que de toute façon on en a déjà rapidement parlé dans un précédent épisode, et puis on va peut-être faire un épisode spécifique là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement ce qu'est une biorégion? Tu en as parlé à plusieurs reprises. La biorégion, c'est devenir... On connaît le concept de la région aujourd'hui, mais c'est des régions qui n'ont pas été définies aléatoirement, mais majoritairement autour d'une histoire humaine. La biorégion, elle vient, on va dire, intégrer les écosystèmes comme partie prenante intégrante de la démocratie d'un territoire. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que l'existence même, la qualité, le changement de certains écosystèmes va demander de changer certaines frontières. Et on a vu que de toute manière, ça se passe dans les deux sens. On voit que certaines communes ont organisé leurs frontières en fonction d'une montagne, d'un lac, de quelque chose. Et bien là, c'est pareil, si on a des décisions à prendre sur la santé d'un lac, il va falloir inclure toutes les parties prenantes de ce lac. Et on s'en fout, même si de l'autre côté du lac, c'est la Suisse et de ce côté, c'est la France. Ça ne change pas, nous sommes tous citoyens du lac. Et quand on prend des décisions pour le lac, on s'en fiche que c'est la France ou la Suisse, on s'en fiche que c'est cette commune et cette commune. On fait partie du commun lac. Donc moi, c'est ce que j'entends un petit peu par cette biorégion, enfin là, plus comme un procédé. C'est-à-dire que ce n'est pas une entité finale, c'est un procédé de redéfinition de la cartographie politique qui va nous permettre justement de développer cette capacité d'écoute et donc de gestion harmonieuse des écosystèmes. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.